PolicyQ, épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas. Ravi de vous revoir pour un nouvel épisode. Effectivement. Le sujet de démarrage, c'était la nouvelle vulnérabilité que Wiz avait trouvée, puisque Wiz allume des feux beaucoup en info numérique. Fait que avec Postgres, ça a démarré comme ça. Puis finalement, dans la discussion, on est allé beaucoup plus loin. Fait que Frank, je vais te laisser partir, puis on va alimenter ça. Oui, surtout que je ne veux pas non plus que ça soit encore une fois magistral, Nico. Donc, je t'obligerai d'ailleurs à me couper ou à reprendre la parole à ce sujet. Oui, écoute, en effet, on va parler effectivement d'une des dernières découvertes de Wiz, donc la boîte israélienne qui a retrouvé encore une autre faille au niveau du cloud. Encore une fois, ils se sont au démarrage un peu basculés sur AWS. J'ai l'impression qu'ils se sont mis sur la peau de Microsoft pour les 2 années de leur existence à date, surtout en année 2021. Et puis là, ils viennent effectivement de mettre en avant, il y a de ça, on va dire, quelques semaines, voire 2-3 mois, le fameux dernier gros, on va dire la grosse vulne qui est Extra Republica et qui touche encore une fois, à la suite d'ailleurs de ChaosDB. Si vous vous rappelez du podcast, je vous invite à essayer d'aller réécouter le podcast sur PolicySecure du ChaosDB, qui lui touchait évidemment CosmoDB et tout ce qu'il y avait. Ils sont partis sur le même principe. C'est sûr et certain que quand tu trouves évidemment un certain nombre de failles ou un certain nombre de modus operandi sur un système PaaS, tu te dis, écoute, est-ce que tous les PaaS sont peut-être montés de la même manière ou peuvent éventuellement avoir des problématiques à ce sujet? Microsoft n'était pas exempt d'avoir en plus eu déjà des problèmes avec son PaaS du côté Postgres, puisqu'il y avait eu à un moment donné une faille qui a été corrigée d'ailleurs sur un point qui était le fait d'avoir une table évidemment parce que quand on est PaaS, je rappelle pour tout le monde, c'est évidemment le provider public qui est le responsable de la partie serveur, patching et de gestion évidemment du PaaS en tant que tel. Et vous avez qu'accès qu'à la partie serveur des DB et compagnie. Donc tout ce qui est en arrière de la côté application serveur, en toute logique, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et encore moins à un compte admin. Et puis, il s'était fait avoir. C'était un bug qui a été plus ou moins caché, pas caché. Je suis en train, en même temps, de vous reparler, de vous récupérer le nom. Si je l'ai pas, je leur donnerai à Nicolas pour qu'il le liste sous le podcast. Mais en fait, en gros, ce petit point-là était que il s'était aperçu qu'on pouvait, dans des extensions Postgres, pour ceux qui connaissent un petit peu le côté technique avec Postgres, je parle pas par rapport à des stores proc spécialement, mais par rapport à des extensions qu'on peut développer. On pouvait développer et avoir des extensions, évidemment, qui étaient développées en C. Et évidemment, développées en C, vous imaginez bien, on n'est plus en script, là, on parle vraiment dans du lourd, là. Dès qu'on parle du mot C, moi, je commence souvent à avoir les poils qui s'hérissent, parce que là, ça sous-entend que là, déjà, on a des bons et que les mecs sont plus des rigolos, puis que les extensions sont faites avec des droits qui sont des droits natifs ou avec de la compilation native. Et justement, ils avaient accepté à un moment donné de pouvoir amener, désormais c'est même plus possible, parce que justement il fallait avoir un accès admin du côté serveur qui normalement vous ne devriez pas avoir accès puisque c'est un PaaS, on est d'accord, vous partagez évidemment la grosse baie ou le gros serveur qui se trouve autour de tout ça pour que justement vous n'ayez pas accès en mouvements latéraux aux différents data. Ça a été possible, le compte pouvait s'être ouvert, donc ça a été patché assez rapidement. Je sais que ça a fait un petit peu de méandre, mais bon, ça n'a pas été si sévère que ça. Mais là, évidemment, Wiz a mis en avant Extra Republica, qui est c'est simple, c'est Christmas Day à l'heure. On est vraiment dans un système assez, je trouve, étrange, parce que dès qu'ils ont dépilé la pelote de laine, on allait jusqu'à un RCE du serveur. Vous savez, le fameux RCE que tout le monde veut, là, le fameux Saint Graal des pentesters, d'aller jusqu'à un RCE du serveur en passant par, évidemment, le PaaS qui est tout en haut. Faut en descendre des purées de pelote de laine et des purées de SAS et de machines, parce que normalement, un PaaS, c'est comme un sous-marin. Il y a des SAS qu'on peut pas normalement passer ou qui sont quand même bloqués. Là, pour le coup, dès qu'on en défaisait un autre, ils en trouvaient un autre. Donc, on pourra évidemment, avant d'attaquer Extra Republica, c'est un petit peu le point de ce que je disais à Nicolas avant d'entrer en onde là, c'est que
effectivement, comme c'est assez lourd, tout compte fait, c'est un des bugs, une des vulnérabilités qui a été vraiment extrêmement enrichissante en termes de connaissances et compagnie, mais qui est, en fait, je rappelle à tout le monde, tout ça est patché, tout ça est déjà réitéré. C'est ça l'avantage, encore une fois, du code public. Je rappelle, dès qu'il y a des failles, ok, ça peut paraître assez gros, mais l'avantage d'avoir des milliards de dollars, ou en tout cas d'avoir la possibilité de faire des pipelines complètement délire, évidemment, dès que c'est corrigé, et c'est corrigé pour tout le monde, et c'est corrigé dans tous les data centers, évidemment, de la planète. Donc, le but du jeu et tout ça, c'est tout l'apprentissage que ça peut donner avec d'autres idées que ça peut donner. Donc, je vous invite vraiment. On va passer tout à l'heure en partie, mais je ne vais pas vous faire l'allusion, d'ailleurs avec Nicolas, on rigolait, mais je ne vais pas vous mettre des noms de code en regex ou des noms de lignes de command line en podcast, sinon vous allez nous souffrir et vous allez nous envoyer des tomates au travers de Polysecure. Donc là, on ne va pas vous faire ce rôle-là quand même. Il y a des captures d'écran aussi, je ne vais pas vous les détailler. Il y a évidemment des points. Donc, je vais plutôt prendre les gros concepts de base. Vous pourrez aller voir ensuite, mais je vous invite évidemment extrêmement à aller sur wiz.io, aller voir les blogs, évidemment, le post-blog qui a été fait. Après, il y en a d'autres qui ont été refaits derrière, mais bon, vous savez, c'est un peu comme Folina, dès qu'il y en a un qui en met un, c'est tous les autres copient sur celui-là qui a été le premier plus ou moins à faire. Donc, allez voir Dieu directement, allez voir celui-là qui l'a fait. En plus, il l'update. Donc, vous aurez une meilleure vue de ce que ça donne. Moi, je suis plutôt, pour redémarrer ce podcast comme j'ai demandé à Nicolas, je suis plus dans deux aspects. Le premier aspect a été quand même sur un aspect aussi positif, parce que la plupart du temps, quand on parle au podcast Polysecure, côté technique, c'est toujours pour dire des vulnérabilités, donc c'est toujours un peu chiant. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi voir le constructif, même si je suis en dire après coup, mais je vais démarrer quand même par une note positive. Sur un point quand même intéressant qu'il va falloir voir. Puis après, sur évidemment la note du nightmare que Microsoft et que le flow de sécurité cloud de Microsoft a vécu, même s'il n'y a jamais eu de clients touchés, je le rappelle à date, et que ça a été patché au complet, mais ça a quand même été une sacrée année. Honnêtement, quand j'ai eu une année, c'est vraiment de mars l'année dernière jusqu'à mars de cette année, jusqu'à avril de cette année. On n'est pas en année 2021, 2022, là, c'est à cheval sur 2 années. Mais donc, un point important que je veux démarrer d'entrée de jeu, c'est que les vulnérabilités critiques en 2021 chez Microsoft, je prends Microsoft parce que c'est quand même on le sait tous, je suis un bébé Microsoft, donc par défaut, c'est quand même l'environnement que je connais le plus, c'est que je maîtrise le plus, que ce soit Windows, le cloud et compagnie. Ce qui est assez drôle, tout en ayant quand même ces 6 nightmares et compagnie, c'est qu'il y a une décroissance, il y a une decrease de 47%. C'est pas de moins, parce que ça fait presque la moitié, 47%, on va pas jauger sur les 3% restants, mais c'est 50% de vulnérabilité en moins qu'il s'est passé en 2021. C'est ça qui est, c'est un petit peu très drôle, c'est qu'on s'aperçoit, un petit peu comme se passe le problème d'inflation, les soucis de gestion de sécurité qu'on voit, ou les notions de guerre, ou les notions de problématiques, c'est qu'on s'aperçoit que certains trous de sécurité prennent plus d'ampleur en buzzword. Vous avez qu'à revoir Folina, là. Une vraie catastrophe dans le sens en plus des tests qui s'est fait. Ça, on pourra en parler sur un autre podcast, de voir aussi que tous ceux qui font des buzzwords sur des trucs à la Folina, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Parce qu'il y a la moitié de leur code qui n'est pas viable. Il y a la moitié de leur système que quand tu l'installes, ils oublient de dire qu'ils ont désinstallé un tel, ou que ça marche pas dans telle et telle affaire. Je peux vous le dire, on m'a payé pour pendant une semaine de tout tester. Je peux vous dire à quel point j'ai pas une lampe de bois. Et je peux vous dire qu'évidemment, tous ceux qui l'ont testé à date, pour 98% d'entre eux, ils mentent. Puis même les plus grands, les spectateurs Ops, Untraced et compagnie. Oui, puis de toute façon, on a un épisode qui est prévu justement sur le volet Black Box, White Box. C'est justement qui va adresser ce point-là où l'espèce de zone finalement qui est grise où ils disent pas tout. Puis même dans cette lignée-là, il y a eu la chose Pac-Man sur les Mac aussi qui est sortie, qui a été contestée parce qu'ils disent ouais, non, mais ça se fait pas exactement comme ça. Les explications sont escamotées, ils ne sont pas reproductibles. Puis c'est un problème parce que c'est difficile, là. Puis c'est pire encore, c'est que s'ils avaient été honnêtes, je vais vous le dire tout honnête, puisqu'on parle de cloud aujourd'hui, c'est toujours notre point technique avec Nicolas. Si vous aviez Office 365 et avec Office 365 Desktop, en plus d'installer sur votre poste, Folina marche pas. Est-ce que vous en avez entendu un qui, d'entrée de jeu, s'est dit, est-ce que vous en avez eu qu'un? Mais même John Hammond, puis je suis pas fort en anglais, mais je suis prêt à débattre avec lui, mais même d'entrée de jeu en disant, écoutez, voilà,
Blackbox, Greybox ou Whitebox. Puis moi, je vais vous le dire, j'ai monté une VM, je suis en Windows 10 Vanille, j'ai désactivé évidemment Defender. Je me suis fait mon propre serveur en localhost. Au fait, j'ai installé Office 2016 en vrai, et que c'est pas parce que ça ne marche pas dans 365. Puis en même temps, j'ai pas été malin, c'est que selon les liens que je fais au niveau de mon PCW diagnostic, ça marche pas tout le temps, en plus partout. Pourquoi? Parce que c'est pas un 0D en fait, c'est une accumulation de future de 0D qui date depuis de 2013. Alors il y en a un qui a été vu par Dr Web en 2013, un autre en 2017 et un autre en 2019. Et c'est cette accumulation-là avec le 2019 qui fait qu'on revient dans le document XML-REL. Mais le document XML-REL avec le lien qui devait être tourné, même Defender le récupérait là-dessus. Donc, je vais pas hijacker notre point, mais vous comprenez que ça me tient à cœur parce que honnêtement, m'ennuie avec le temps, c'est qu'on fait du buzzword pour rien. Ça nous assure pas une crédibilité en plus parce qu'à chaque fois on entend ça pour rien aussi. Puis ça enlève évidemment là où on devrait mettre de l'emphase, on le met pas spécialement. N'inquiétez pas, les 0D qu'on ne connaît pas, ils vont pas être mis. C'est marrant, à NSA, il y en avait une, quand Équation est tombée ou quand la partie de Conti Group est tombée il y a encore quelques mois. Tiens, il y avait des 0D, c'est marrant. Tiens, bizarre, on n'en a pas entendu parler non plus. Bizarre pour le temps, il fonctionnait super bien. Donc, on en reparlera. Peut-être que ça sera, je vous invite à remonter l'info à Nicolas si on veut remettre sur les points qui s'est fait. Parce que moi, là, j'attaque les 4 ou 5 gros CVE du dernier point, la Folina, DocWalk, le search, le fameux search, le Backman et compagnie. On pourra en parler. Je peux vous assurer que c'est pas aussi facile que ça de croire que entre la coude, c'est-à-dire l'impact et la probabilité. La probabilité, c'est un peu comme le Log4j, ça a été fait pour passer des budgets et pas spécialement pour dire qu'on avait un JNDI qui était bloqué avec un AD. Bref, ça n'engage que moi. Pour ceux, n'hésitez pas. Je repars donc dans mon système en disant, ça a été quand même un Microsoft qui a été donc enlevé. Puis je vous rappelle que Microsoft, ça c'est vraiment dans les critiques autant cloud que du côté Windows évidemment et du côté Internet Explorer, ou en tout cas on va dire plutôt Edge. Pour vous donner juste des chiffres parce que je veux pas pipoter personne. Pour en 2021 pour Edge au niveau des record breaking, c'est 349 Internet Explorer qui a été problématique. Donc ça évidemment on le sait. Edge en a eu un peu moins. Pour les Windows, en 2020 c'était 507 vulnérabilités. En 2021, ça a été divisé par 2, surtout avec évidemment toute l'accumulation Windows 7, RT, 8.8 et 8.1. Donc, ça a été après, avec tous les Windows overall, ça a été droppé de 40% en 2020 et de 50% en 5 ans. Donc, quand on me dit que Windows n'est pas sécuritaire, au vu des 360 degrés, je vous rappelle qu'il fait en informatique, c'est facile des fois quand on n'a qu'un seul browser autorisé, on parle d'une marque blanche, ou qu'on n'a qu'un seul éventuellement chose qu'on fait comme sous Linux et compagnie, c'est évidemment plus compliqué quand on fait un peu le tout. Office aussi, avec évidemment presque sur 10 ans, ça a été l'équivalent de 50%. Les serveurs, alors eux, c'est eux qu'on, surtout avec le Nano et compagnie, c'est eux qu'on droppé aussi. Et puis Azure, aujourd'hui sur Azure et Dynamics, c'est par rapport à 2020, c'est une trentaine de vulnérabilités sur les 3 dernières années. Donc, honnêtement, je trouve que c'est bon à dire qu'à aujourd'hui, la maturité des grands commence à faire. Je pense qu'effectivement, dès qu'on en trouve une, ça peut faire très mal. Par contre, ça c'est le revers de la médaille, c'est que parce que les bons en termes de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les hackers sont de plus en plus évidemment très 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 bons et ça devient de plus en plus facile à avoir des modus operandi. Mais je voulais évidemment vous signifier ça. D'ailleurs, c'est un post qui a été mis sur Tech Republic et sur Washington Post, donc ça a été quand même assez reboré là-dessus, donc je vous invite à aller voir. Donc là où je voulais vous faire, on va dire, et reprendre évidemment le nightmare, comme j'ai dit, que Microsoft a géré, c'est vraiment un cauchemar. C'est 6 failles de sécurité cauchemardesques qui ont été découvertes durant l'année pour Azure. Évidemment, globalement, ça a été découvert par 2 entreprises, Orca Security et Wiz.io, qui, je vous le rappelle, sont des startups qui n'existent que d'à peine 2 à 3 ans, mais je crois que c'est 2 ans pour l'une, 3 ans pour l'autre, et qui aujourd'hui sont en Israël. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'ils soient en Israël. Je vous rappelle qu'en Israël, c'est des centres de recherche
les plus en vogue de tous les GAFAM à date. Et je vous rappelle qu'il y a l'école aussi de Microsoft, au niveau de l'école de développement, aussi, et de recherche comme ceux de la HoloLens et compagnie, ça se retrouve, ou Xbox, où tous les jeux se retrouvent aussi effectivement en Israël. Même la partie des cryptologues et de tout ce qui est de la cryptologie, que ce soit pour d'ailleurs la crypto-monnaie, les wallets, ou que ce soit même pour Google avec son nouveau système ou Facebook, pour son nouveau système de monnaie avec le fameux Shared Secret, là, son nouveau système, ou le MPC, le Multi-Process Computing, la nouvelle technologie, la nouvelle coqueluche dans le côté cryptologie. Tout ça se passe en Israël. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce que j'ai dit à Nicolas, je vais me permettre de vous le préciser. En bon français, j'ai les gogos, comme on va dire au Québécois, ou j'ai les gosses de le faire et de le préciser. Je trouve ça bizarre que les 6 nightmares, comme on parle, et d'un certain nombre de choses, ont été découverts par 2 sociétés qui, à date, puis là, je vous lis un blog qui a été sorti de CETEC, qui est aussi un blog qui a été rebasculé en Israël, qui date pas de très longtemps, qui, en l'occurrence, précise que les 2 entreprises que je vous parle sont déjà dans des rondes B ou dans des rondes C. Donc, Orca, pour pas citer qu'elle, puisqu'on l'a fait, vient de lever 210 millions de dollars. Et puis, Wiz a levé 130 millions de dollars. Et je crois que c'est Wiz qui est plus jeune que Orca. Okay, pour une valeur, pour les 2 entreprises, Wiz est valorisé à 1,7 milliard. Oh, on devrait monter une société de sécurité avec vous tous, les amis. On laisse Nicolas monter, évidemment, les fondés, hein, ça va de soi. Et pour Orca, 1,2 milliard. OK? Alors, vous allez dire, OK, mais Franck, qu'est-ce qu'il y a comme problématique? Ils ont fait des tours de table, ABC, ils lèvent du fric. Évidemment, dès qu'ils lèvent de l'argent, automatiquement, ils ont une cotation. Oui, ils ont une cotation sur un point où, pour l'une, elle a fait qu'un revenu de 4 millions de dollars. Et pour l'autre, à peine plus, d'après ce que je comprends au niveau des points, c'est l'équivalent de 13 millions de dollars. Je ne sais pas pour vous. Et moi, je reprends ma casquette de mec noir, toujours peut-être, là, pour le coup, je reprends ma casquette bizarre, j'ai du mal à qu'on me la mette à l'envers sans qu'on me l'explique, en me disant, Israël, fonds de remise, on les appelle des unicornes, soit, OK. Puis là, on me dit, waouh, ils ont les moyens et les possibilités, ils trouvent les bugs que, je vous rappelle, donc, en phase 2, j'ai dit à Nicolas, ils ont Trend Micro, Ulmincore, Prisma Cloud, CloudGuard Network, McAfee Server, Defender de Microsoft ou le compte de Microsoft aussi, Symantec Data, VMware Carbon Black, Sophos Central, pour ne citer que, FireEye, peu importe, GoSecure, pour ceux qui connaissent le Canada, Mendiant, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. La map en termes de sécurité est énorme. Et ces gens-là, même s'il y a certains qui sont devenus des tortues, d'autres qui sont devenus éventuellement un peu trop gros, d'autres qui sont devenus machin, ont quand même une opérationnalisation beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui font partie aussi même voire des 500 fortunes. Et comme par hasard, là on fait. Et on trouve des choses comme ChaosDB, je vous en ai parlé, allez voir sur le post de ChaosDB. Si ça avait touché 4,7 millions de DB, et l'équivalent de je ne sais plus combien de millions de clients, avec dans ces millions de clients les 500 fortunes qui étaient dedans. Et comme par hasard, c'est corrigé avant même que ça sorte. Les autres arrivent au fur et à mesure en une même année, toujours sur en plus du PAS. Je ne retire rien de la connaissance des gars qui travaillent là-dedans. Ils sont au RSA 2022. S'ils l'écoutent, ils vont plutôt me gueuler dessus. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve, et je ne parle pas de Orca ou de Wiz, je trouve bizarre qu'on me dise des coïncidences me font bizarre. Donc, est-ce que, comme je dis à Nicolas, puis je vous laisse éventuellement commenter ou remonter quelques commentaires, est-ce que c'est un labo extérieur qui est fait par justement les GAFAM ou par Microsoft pour dire, écoutez, on n'arrive pas à bouger en interne, on est en extérieur, puis comme ça, on bougera en interne? Est-ce que c'est les autres gros qui se disent, nous, on est trop gros, on ne peut plus rien faire, maintenant, on essaye de payer pour les petits, puis on vous incorporera dès qu'on voudra? Est-ce que c'est genre, on sait qu'on a des problèmes, mais si ça vient de nous ou ça vient des gros, on va se faire détruire la tête. Il vaudrait mieux que ça vienne de petits, parce que comme ça, c'est genre mieux passant, puis comme ça, dans 1 an ou 2, on vous rachètera et on dira « Waouh, vous êtes trop forts, ils ont les meilleurs qu'il faut, évidemment, dans l'équipe. » Écoutez, je vous laisse juste avec ça en suspens, au travers de ce que je veux faire passer comme message, mais je trouve, honnêtement,
ça laisse à discussion, ou en tout cas, ça laisse bizarrement par rapport à tout ça. Je vais rajouter sur ton point, puis un volet que tu as mal abordé, c'est parce que le hasard auquel on trouvait, parce que là, ces failles-là ne sont pas nécessairement faciles à trouver. Puis en infonuagique, contrairement à de la recherche avec du logiciel qu'on a en main, le logiciel qu'on a en main, on est capable de le tripoter, mais vraiment beaucoup. On le passe dans des débuggers, on le brise, on le tripouille n'importe comment, on y branche tout, n'importe où. On est capable de voir les entrailles. En infonuagique, on ne voit rien. Et c'est vraiment toujours sur une réaction, c'est vraiment toujours à l'aveugle. Comment, c'est justement le cas de Postgres, comment à l'aveugle ils ont réussi à trouver ça? Comment à l'aveugle ils ont réussi à trouver qu'ils étaient capables de faire rouler du code C dans des affaires plus loin? C'est pas facile là, de réussir c'est totalement ce que je veux dire, même s'ils ont eu du reward. Hein, attention, il y a du Azure Reward derrière. Hein, il y a du bug bounty qui ont été payés cher pour Orca, pour le bug de Orca. Orca, pour ceux qui connaissent, c'est AutoWrap. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé brièvement, je crois, dans un des podcasts. C'est plutôt ChaosDB et AzureScape qu'on a parlé. On reparlera d'AutoWrap, un de ces quatre sûrement. Et puis, évidemment, là, on parle d'aujourd'hui par la suite de Extra Replica, mais AutoWrap est un des points comme Oh My God, puisqu'on avait aussi Oh My God le OMI, là, ça, celui-là, on l'a fait. Donc, ils ont été payés de $60 US, $100 000 US, $200 000 US. Je suis d'accord. Mais je veux dire que après que ça soit généré et que ça soit payé, tant mieux. Ça passe par un programme Bug Bounty. Regardez, on a un beau programme, ça marche, tout le monde est content, ça lève. Et c'est pas ça qui te fait $100 millions de chiffre pour genre, tu fais 4 millions, tu lèves 210 millions, mais tu pèses 1,2 milliard. J'ai du mal à me dire que de là où je viens dans le monde réel, avec des grosses sociétés de consultation et des grosses boîtes qui font que normalement ils regardent plus le fichier Excel et la compta avant même de côté du truc, tu montes pas un modèle d'affaires avec éventuellement je vais peut-être trouver, puis en plus comme dit Nicolas à l'instant, c'est tu vas trouver, mais c'est bizarre parce que dis donc, waouh, t'es comme en enterprise agreement, tu sautes les abonnements, tu sautes les quotas et limites, tu sautes les systèmes avec un certain nombre. Tu peux payer le luxe d'aller monter sur des serveurs qui sont quand même super chers derrière. Donc, t'as quand même eu sûrement 10, 20, 30 000 piastres peut-être, évidemment, pour tout setuper au travers d'une infrastructure qu'on sait qu'il faut quand même la setuper et la monter. Bon, Postgres vaut pas si cher, mais un CosmoDB monté autant que ça, c'est sûr qu'ils ont tapé sur des points. Pour le AutoWrap au travers d'Orca, ça valait pas cher, c'est de l'automotion. Là, j'avoue que c'était pas vraiment si excessif, mais quand même, je veux dire, il te faut une P2, il te faut une P1, il faut que tu testes à savoir si t'es pimé, pas pimé. Est-ce que on a géré encore une fois les black box, les grey box et les white box? Dans quelle mesure on me l'a précisé qu'ils ont testé les affaires, même s'ils ont dit qu'ils étaient capables? Et puis à partir de là, c'est est-ce que donc il y a eu un petit peu de délit d'initié de l'autre côté? Est-ce qu'on les a pas orientés sur éventuellement des points? Je trouve que c'est vraiment super fort. Je dis pas qu'ils y sont pas. Je trouve que c'est les moyens pour le gérer. J'ai beau être dedans depuis 5 ans et bosser avec des gars de chez Microsoft qui sont en sécurité depuis très longtemps. Je trouve que maintenant, je commence à avoir évidemment ce mindset. Je teste des choses moi aussi dans ce mindset, mais si j'ai pas l'infrastructure adéquate, là où je me trouve dans mon job aujourd'hui, je l'ai. Donc, je vais pouvoir pousser plus loin pour aller faire mal à Synapse, par exemple, ou faire mal à Power BI, par exemple. Mais même là, il va falloir qu'évidemment, qu'en faisant mal, ça va coûter de l'argent ou du temps. Est-ce que j'ai les moyens de le trouver et compagnie? C'est là où je me dis que bon, on en reste là. C'est simplement pour vous dire que oui, tant mieux qu'on ait trouvé ça, tant mieux que ça soit patché, tant mieux que ça soit géré, peu importe comment. Mais je veux vous dire aussi, c'est comme tout à l'heure avec Folina et compagnie, attention aux trop grosses unicornes. Moi, j'ai du mal à trouver. Vous savez, on dit souvent en sécurité, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. J'ai pas envie d'être le produit marketing d'un buzzword sécuritaire pour faire passer le truc genre on a arrêté 300 kilos de drogue, mais il y a 3 tonnes qui passent dans le truc d'à côté parce qu'en fait, toute la presse est en train de filmer les 300 kilos. C'est connu comme le loup blanc, mais ça marche toujours. C'est la magie. Regardez il y a un film superbe avec évidemment les magiciens. Hein. Hop, la main est là et tout se passe de l'autre côté. Je vous rappelle qu'Houdini a fait un truc avec l'arbre sur la fameuse carte. Allez, rappelez-vous de cette carte, et c'est pas que dans le film. Il avait enterré la carte, mais de quelqu'un qui l'avait fait exprès, que ça avait été prévu pour le sortir 10 ans après. Tout se prévoit, tout se prépare. Bref, voilà. Il y a trop de beau monde à l'intérieur de ces trop grosses boîtes-là pour me dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de passivité. Pas quand on compile et qu'on fait du pipeline avec un Azure Portal qui fait 2 fois et demi le code de Windows 10 et Windows 11.
et qu'on est capable de faire un back-end avec 222 services worldwide sur 64 data centers, enfin sur 64 régions au travers de la planète. Bon, alors donc il serait bon pour mettre des data centers en autonome, mais pas assez bon éventuellement pour patcher un truc. Alors là, pas de bol, hein. Ils ont eu vraiment des stagiaires pas bons, comme le NetBIOS à une époque. Mais bon, écoutez, ça arrive. Effectivement, le NetBIOS a été fait par un stagiaire, c'est la grosse truc. Mais bon, écoutez, peut-être. Bah là, on a 6 stagiaires qui ont fait 6 conneries dans 6 pages. Ça me paraissait un peu lourd aussi. Donc, je tiens à préciser de faire toujours attention avec un peu de recul, même moi le premier de toute façon, même si je pense que pour le coup, est-ce que je vais trop loin dans mes aspects, mais bon, c'est marrant. Il y a des fois toujours le poil qui s'irrisse quand on me raconte des bêtises, donc bref, ça s'irrisse un peu, Donc, si je refais le démarrage au travers évidemment d'Azure au travers de Extra Republica. Je vous rappelle que pour les 6 cauchemars, les 6 vulnérables cauchemardesques qui a été fait, on inclut évidemment, je vous rappelle, ChaosDB. ChaosDB, d'ailleurs, il y a eu le podcast qui a été fait, je vous invite à être retrouvé. Ça a été quand même, encore une fois, c'est Wiz qui et ça aurait été que par hasard. Bon, ok, je veux bien. C'est ce qu'a dit Monsieur Tamari de Wiz. Ok. Je vous rappelle aussi que à partir évidemment d'Orca a trouvé lui cette fois-ci Autowrap. Donc là, par contre, sur Autowrap, il s'est passé, c'est que donc le 4 janvier, Orca Security Team dispose de la vulnérabilité. Le 19 février et le 4 mars, le MCRC de Microsoft détaille et fait ses propres investigations. Le 30 mars, Orca était capable de bypasser le patch qui a été évidemment mis en place par Microsoft. De là, le 31 mars, ils ont reçu les fameux $60,000 pour leur disclosure, pour leur discovery. Le 4 avril, 90 jours après le disclose, Orca Security notifie à Microsoft que les clés des certificats sont toujours valides. D'ailleurs, Orca fait que le Synapse Management Server est toujours accessible. Aïe. Le 7 avril, Orca met avec MSCRC clarifie les implications qu'il en est. Le 10 avril de la même année, il bypasse encore le patch. Donc là, on se dit allô, vous allez commencer à faire la job. Le MCRC déploie une 3e version de patch pour fixer le RCE et les vecteurs d'attaque, le 15 avril. Et le 9 mai, enfin, Orca Security et MCRC publient le blog avec tous les vulnérabilités des équivalents. Ça se termine fin mai de l'année dernière. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu, en termes de vulnérabilité, il y a eu 24 heures où ça a été passé sous silence. Je vous inviterai à lire, j'enverrai le lien du blog au complet parce qu'il est assez long, avec l'explication du CEO Yamit Yoran de Orca qui explique qu'évidemment, il y a eu un embargo, il y a eu tout un débat, puis il y a eu des notifications qui n'ont pas été faites à ce niveau-là. Ça aussi, ça me conforte un petit peu dans tout ce que je vous expliquais en amont de ce podcast. Donc, je dis pas que c'est pas, en tout cas, pas de lien et compagnie, mais je trouve qu'effectivement, c'est toujours plus ou moins bizarre quand il y a éventuellement des trucs qui sont bâclés. Pourquoi c'est bâclé? Pourquoi c'est géré? Donc, bref, je vous laisse avec ça. Vous essayerez de voir éventuellement aussi taper de toute façon Autowrap, Orca Security et compagnie. Vous tomberez obligatoirement sur les mêmes discloses ou sur les mêmes postes qu'on peut voir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont malins parce que Microsoft est très, très rapide dès que ça touche Windows, parce que l'équipe est tellement assujettie depuis ces 30 dernières années peut-être, mais il y a toujours, d'ailleurs, en même temps, comme là, par exemple, pour Folina, là, je vous lis pile poil ce qu'a dit un des gars d'un groupe de sécurité, parce que je veux pas faire d'erreur dans ma traduction anglaise. Donc, je la traduis exprès avec DeepL, j'ai rien à cacher, je suis pas non plus si fort que ça. Mais des critiques ont été également reprochées à Microsoft de ne pas avoir corrigé une vulnérabilité critique Windows appelée Folina avant qu'elle n'ait été activement exploitée, puisque ça date de fameux Ars Technica, qu'il a fallu 7 semaines pour le faire. Dans la nature, pendant plus de 7 semaines. La méthode d'exploitation a été décrite
dans un article universitaire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est tout à fait faux, mais universitaire en 2020. Puis en avril, des chercheurs du Shadow Shizer Group avaient aussi déclaré sur Twitter qu'ils avaient signalé à Microsoft que l'accumulation de toutes les disclosures qui avaient été faites entre le CVE 444 et compagnie avait été déjà exploitée sur des spams et compagnie, sur des campagnes qui remontaient de 2017 et 2019 et remis en 2020. Donc, c'est pour vous dire à quel point tout ça qui arrive à Folina, là, en avril, était complètement fou. Donc, encore une fois, c'est toujours par rapport à du temps, par rapport, même le Password Day, hein, tout le monde dit le Password Tuesday, les patch Tuesday. Il y en avait un là pour le 14 juin. Tout le monde a le fait. Puis là, j'ai le lien et le truc. Je vous invite à aller voir la release note du Patch Tuesday de cette semaine. Le CVE 30-199, il est pas là. 190, pardon. Il est pas là. Il saute 189, ouf, il passe à 193. Il dit, il est dans le Patch Tuesday de cette semaine. Il n'est pas là. Il sera peut-être là plus tard, mais il n'est pas là. Donc, c'est pour vous dire à quel point vous vérifiez et faites-le vous-même, virez les clés, faites ce qu'on a dit au niveau des workarounds. C'est important, évidemment, de le gérer. Donc, comme vous le savez, on s'est dit ChaosDB, évidemment AutoWrap, comme je viens de le dire. Vous n'oubliez pas non plus, évidemment, la partie de Oh My God, le fameux Oh My God, hein, le fameux système de l'agence sous les Linux, qui là, ça aurait pu vraiment faire très, très, très mal. Encore une fois, ça, c'est du côté Wiz, avec évidemment AWS n'a pas été en reste, hein. Je vous le rassure aussi, à date à côté, hein, au travers même Google Cloud aujourd'hui, hein, les dépenses consacrées aux services d'infrastructure en nuage ont bondi de près de 53 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. C'est pour ça que plus personne ne peut les concurrencer. 53 milliards de dollars à E3, GCP, AWS, Azure. Vous imaginez l'argent? On parle presque pas de PIB de pays, mais pas loin. Hein. Soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. Et selon Synergy Research Group, Azure a conquis 22% de parts de marché au trimestre, talonnant les 33% de parts de marché d'Amazon. Ça y est, on va être à tiers, ou en tout cas tiers du côté Amazon et du côté Azure, avec 10% du côté Google. Parce que les autres, c'est les clouds privés qu'on connaît et compagnie. Donc, le piratage du cloud aujourd'hui, et surtout au travers des piratages tels qu'on peut le penser des PaaS et compagnie, c'est quelque chose qui va devenir obligatoirement sur les misconfigurations, les fameux infrastructures as code, les fameux déploiements avec le pouce, les fameux non-compréhension de concepts où on va des fois wrapper du réseau par-dessus des choses qui ne devraient pas être wrappées. Tout ça va faire de la sécurité par l'obscurité. Ça va être une catastrophe le jour où ça va tomber. C'est là le plus gros problème. C'est là où les gens ne comprennent pas la responsabilité entre le cloudeur et leur responsabilité. La config est leur responsabilité. Et la première faille, en général, elle est là. Elle est dans leur config parce qu'ils ont juste tourné les coins ronds. Toute la quantité de SQL, peu importe le type de base de données ouvert sur le net, Elasticsearch a été aussi, MongoDB l'ont été aussi. Oui, ça, c'est des erreurs de config. C'est pas le cloudeur le problème. C'est les autres. Amazon a commencé à informer ses clients parce que c'était fait sur la place publique avec les buckets S3 qui étaient ouverts à la planète. Le monde dit ouais, mais ça passe pas. Amazon ne pourrait pas nous dire que machin. Parce que ça l'a fait, c'est qu'avant d'ouvrir maintenant, ouvrir sur la planète ton bucket S3, tu as 15 fenêtres à ouvrir du oui, je veux. Puis il y en a qui l'ouvrent quand même, qui vont faire le 15, puis ils vont aller jusqu'au bout, puis ils s'étonnent qu'ils sont tirés dessus après. Oui, ben là, en fait, ce qui est complètement assez incroyable, c'est entre août 2021 et janvier 2022, les chercheurs en sécurité ont découvert un total de 8 vulnérabilités d'une gravité critique sur le cloud, sur les principales plateformes de services en nuage. Et selon Scott Pepper est un des spécialistes en sécurité nuage qui est consultant et consultant très, très connu. D'ailleurs, la liste est longue et les problèmes, que ça soit même de ces problèmes réglés sur GitHub. Donc, les services d'Azure ont fait l'objet de 6 vulnérabilités critiques, celles qu'on a dit, ChaosDB, OmniGod, Oh My God, Azure Wrap, AzureScape, AutoWrap, Extra Republica que je vous ai précisé évidemment à date. Donc complètement incroyable.
Et ce que dit Pepper, c'est que la plupart de ces problèmes n'ont pas reçu d'évaluation officielle de la gravité de leur impact. Sur la base de sa propre évaluation, puis là je cite Pepper, a attribué une note de gravité sur un total de 53 problèmes liés au cloud public. 53 problèmes. Alors c'est sûr, sur la masse, on pourrait se dire que c'est petit, mais la seule et celle qui a été faite, c'est Wiz a cité le travail de Pepper et c'est eux qui ont mis en avant évidemment ces failles-là. Évidemment, tous les problèmes qui sont liés sont toujours liés dans l'interlocataire, parce qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est l'interlocataire. L'interlocataire aujourd'hui sur du pass, c'est la pire des choses. En revanche, si les deux vulnérabilités critiques récemment découvertes sur AWS, il semble qu'ils auraient pu obtenir évidemment des accès interlocataires. Il n'y a que Microsoft où ça a été réellement prouvé avec justement MyGod et avec ChaosDB. Surtout après ChaosDB et AzureScape. Là, ça a été AzureScape, c'est Palo Alto qui l'a découvert. C'est le fameux groupe, l'unité 42 de Palo Alto. Donc là, tout ça pour dire à aujourd'hui que entre AzureScape, AutoWrap, Synlapse, je pense que vous connaissez. Si vous n'avez pas fait Synlapse, ça c'est quelque chose à faire plaisir à Nicolas. C'est le prochain qu'on parlera, ou en tout cas un des prochains pendant l'été. C'est Synlapse, en fait, qui touche le service d'analyse d'Azure Synapse. Pourquoi Azure Synapse? C'est le gros maintenant, le gros buzzword du nouveau service d'ingestion et de machine learning et d'ingestion de Microsoft avec évidemment Power BI et compagnie. Et puis le Extra Republica qu'on va en faire un point juste un peu après rapidement, évidemment avec Postgres. Donc quand on voit tous ces points-là et quand on voit évidemment toutes ces vulnérabilités-là, on s'aperçoit que ça peut évidemment toucher lourd, mais c'est rigolo, ça a touché un peu avant. Le fait est d'être, les disclosures prennent presque 4 ou 5 mois avant même d'ailleurs d'être listés. Comme on l'avait dit d'ailleurs au niveau de ChaosDB, les compagnies, refaites-moi tous vos clés de partage, refaites-moi tous vos clés de certificat, refaites-moi évidemment un certain nombre de choses. S'il vous plaît, messieurs, dames, ceux qui nous écoutent, ne revalidez pas et dire là si c'est patché, je vais pas faire. Non, c'est patché, ça n'a pas été patché avant, ça c'est su. On a peut-être en tout cas pour ChaosDB, on a peut-être la clé primaire, la fameuse clé primaire qui fait mettre en rotation vos clés de sécurité d'accès, un peu comme les storage accounts que vous avez dans le cloud. Donc, s'il vous plaît, refaites-les par défaut. De toute façon, ça ne vous coûte pas plus cher de les refaire. Donc, ça, c'est important. Puis, en même temps, il n'y a pas une notion de dire que la sécurité a été laissée de côté par AWS ou par Microsoft. Le problème, c'est que c'est tellement des bébelles qui sont rajoutés par-dessus. Et c'est du Frankenstein, comme j'ai mal précisé quand c'est monté, parce que les gens, c'est du manage, parce que les gens ne comprennent pas non plus les concepts. Alors, pas spécialement ceux qui le montent, mais il y a un moment donné, ils se disent, vous savez, pour DocumentDB et ChaosDB, c'est simplement qu'ils ont dit, on va mettre Notebook Jupyter en place, ça va être malade. Et on va faire des putains de statistiques de partout, des machine learning qui vont faire papa, maman et compagnie. Et l'autre, il met Notebook et là, il dit, oui, merde, on a oublié que Notebook pouvait interroger une autre DB qui pouvait faire que, interlocataire, si on a la clé principale du Notebook, on peut aller interroger un autre Notebook de l'autre côté et aller récupérer les clés de l'autre côté. Ça paraît bête. Mais les mecs, c'est tout un mindset qu'il va falloir que eux aussi se font. Ils apprennent vite. Je vous rassure que ces gens-là n'ont pas besoin qu'on en apprenne 2 fois les choses, mais c'est sûr et certain qu'il va falloir être alerte évidemment à ce niveau-là. Donc, sans plus attendre, c'était vraiment mon message de base au travers de tout ça et surtout sur la partie évidemment du sujet des cauchemars qui s'est passé. Je vais vous parler évidemment très rapidement. Puis comme je vous l'ai dit, on va pas évidemment vous faire ça au travers de Nicolas, de vous parler de regex, de noms de clés, de noms de commandes et compagnie. Je vais plutôt vous parler des points que ça fait. Je vous le résume en tant que tel au niveau de la notion. C'est honnêtement la partie d'Extra Republica, c'est vraiment le cross-account database vulnerability d'Azure. On est vraiment dans du cross-account, donc on est dans de l'inter-locataire et de dire qu'on n'est que l'isolation qui était normalement la prémisse fondamentale du cloud, doit être isolé. Je vous rappelle, c'est d'ailleurs même pour tout ce que vous faites vous-même en termes de sécurité, c'est dans l'ISO 27000 que j'ai pas spécialement étudié, mais que j'ai tellement lu dans ma vie que à force, j'ai dû le faire, mais c'est le premier design et le premier, je crois que c'est presque un ou la deuxième des 10 commandements de l'ISO 27001. Tu feras un design séparé entre tes clients, mais on fait pas un sprint of glass là-dessus.
Bon, bah là, on pense qu'évidemment, dans les PaaS, dans les locataires au niveau du nuage, c'est fait. Bah là, c'est ça qu'a fait évidemment dans la partie. Donc, pour ceux qui connaissent Postgres SQL, quand vous le montez en mode PaaS, il a, on va dire, il y a 3 databases que vous pouvez évidemment que vous pouvez gérer. Vous avez ce qu'on appelle la database des Postgres serveur unique. Vous avez le serveur unique et vous avez les flexible serveurs. Le flexible serveur, encore une fois, parce que le cloud veut être le plus compute, le plus flexible, le plus scalabilisé, le plus géré, et pas payer pour ce que vous ne consommez pas ou pas payer pour ce que vous n'avez pas. Il faut savoir que le Extra Republica n'est accessible ou en tout cas n'a qu'un problème que sur le flexible serveur et non pas sur le single serveur. Donc, je mets tout le monde d'équerre. Quand vous avez du single serveur, pas de problème avec ça. C'était pas touché. C'était vraiment la problématique était évidemment sur les flexibles. Donc, sur les flexibles, la vulnérabilité, en gros, je vous la fais courte, mais autorise ou permet l'autorisation du read access de tout database, de tout client du Postgres qui était en non-isolation dans votre tenant où vous êtes. Donc, en gros, vous étiez sur un Postgres que vous ne pourriez pas savoir, mais dont l'isolation, et vous auriez eu, je sais pas moi, l'équivalent de 500 sociétés qui avaient évidemment leur database sur le même Postgres que vous-même, en flexible, vous auriez pu avoir un read access total sur les autres databases de tous les autres clients qui se trouvent évidemment au même palier que vous, au même niveau que vous, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais en mouvement latéraux, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça a été baptisé Extra Republica. Cette vulnérabilité permet donc un accès en lecture non autorisé aux bases de données Postgres d'autres clients en contournant l'isolation des locataires. Si elle était exploitée, un acteur malveillant, parce qu'à date, elle a été patchée depuis lors, aurait pu répliquer, et c'est ça qui est complètement fou, elle aurait pu répliquer et obtenir un accès en lecture aux bases de données des clients Azure du flexible serveur qui lui-même était normalement partagé avec nous. Donc là, évidemment, pas top. Donc cette vulnérabilité n'infectait pas les single serveurs ou les flexible serveurs. Encore une fois, rappelez-vous, dans un autre des podcasts, on vous l'avait précisé pour le ChaosDB d'ailleurs, comme pas pour le Oh My God, mais pour le Azure Scape, c'est que si vous étiez, encore une fois, ça c'est les bonnes pratiques, je vous rappelle, pas de ressources flottantes. Si vous étiez avec une configuration d'un réseau VNet explicite, avec un accès privé, magie, bingo, fini, terminé. Il n'y avait plus de vulnérabilité puisque vous étiez dans un réseau séparé. Donc, le réseau prenait en charge, évidemment, la partie du carré de sable sur lequel vous faisiez. Donc, le réseau privé, lui, il permettait, évidemment, donc vous pourriez faire un access point ou un private link ou peu importe, un service réseau derrière. Automatiquement, vous étiez couvert, même avec un flexible, sur ce point. Pourquoi? Ça se comprend. C'est parce qu'en fait, c'était sûrement pas sur le même serveur, parce que je suppose que le réseau était pas sur le même, et que quand vous êtes sur même le réseau et sur le flexible, là, comme il se dit qu'il est sur un VNet, lui-même crée sa propre sécurité ou sa propre forteresse au niveau du VNet qui le fait. Donc, évidemment, on va voir les processus rapides, comme je vous l'ai dit, des potentiels et des surfaces d'attaque d'exploitation. Je vous invite vraiment à aller lire le blog de Wiz si vous voulez en savoir vraiment plus sur le côté vraiment technique. Mais donc, ils ont obtenu en fait l'exécution du code de notre propre instance Postgres Flexible Server en identifiant et en exploitant la vulnérabilité dans le service de Postgres Flexible. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont effectué une reconnaissance au sein du réseau interne. Ils ont découvert qu'ils avaient accès à un réseau à d'autres instances de clients, de leur sous-réseau à eux, évidemment. Et ils ont identifié une deuxième vulnérabilité dans le processus d'authentification du service. Une validation trop permissive de l'expression régulière pour le nom commun du certificat. Bon, là, il fallait pousser loin le vice, là. Mais en fait, dans une expression régulière du CN du certificat causée par le caractère générique étoile. Donc, en fait, le étoile, excusez-moi, là, je vais vous en donner pour le podcast, mais le étoile, point slash, étoile,
bah évidemment, ça donnait la possibilité de prendre ce qu'on voulait. On le sait, hein, tout le système de route avec étoile, tout le système de étoile avant d'un DNS, tout le système d'étoiles pour les fameux certificats génériques. On sait que les certificats génériques posent un problème. Ça pose déjà un problème pour les FQDQN des noms de DNS qu'on fait. Hein. Nous, au Hackfest, on fait très attention maintenant avec nos systèmes de CTF parce que les gars, dès qu'on déposait un certificat générique, pouf, ils voyaient tous les noms. Ils pouvaient se dire, ah, le CTF, il est là, et les noms étaient là, puis ils démarraient déjà avant même l'heure pour évidemment attaquer nos noms. Donc, ça aussi, c'est évidemment important. Donc, ça fait partie du système. Donc, pour un truc très drôle, puis là, je vous la cite. Donc, l'expression régulière, ça nous a permis de nous connecter à une instance Postgres ciblée en utilisant un certificat émis pour un domaine arbitraire. Notez l'erreur à la fin de l'expression régulière ici, puis c'est pour ça que je vous inviterai évidemment à aller voir le pod, parce que là, c'est des EX machin, database Azure / avec étoile, évidemment des dollars, donc j'en arrête là. Donc, en émettant un certificat avec leur propre domaine with research, bah, ils ont pu avoir la réplication d'un Wiz avec le étoile après le wiz.com. Et là, bah, le certificat, comme lui, il avait étoile, bah, il a pris tout le monde. Il s'est dit, attends, tu me donnes étoile, peu importe ce que tu m'as mis derrière, tu m'as mis étoile. Donc, on a réussi à accéder à une base de données d'un compte distinct que nous possédions, évidemment, sur un locataire différent, prouvant ainsi que l'accès à la base de données intercompte était possible. Utilisation du flux transparent des certificats pour identifier la cible client nous a permis de répliquer n'importe quelle instance, évidemment, du Postgres flexible sur lequel ils étaient. Donc, automatiquement, à l'exception encore une fois du VNet, automatiquement, ils avaient accès à la partie. Nous pouvions évidemment avoir accès à la partie de la base de données qui était, enfin, de toutes les bases de données qui étaient évidemment à côté. Donc, ils l'ont fait au Black Hat, lors du Black Hat Europe 2021. Ils avaient déjà présenté ChaosDB dans le même style. Ça avait été plus ou moins, on va dire, pas dans les mêmes mesures. Hein. Ça avait pas été puisque c'était dans Jupyter, mais encore une fois, le Jupyter Notebook utilisait la même technique du fameux système d'étoiles. Donc, évidemment, et c'est là qu'est complètement délire, c'est que, en fait, la fiabilité de Postgres dans le single server a toujours été évidemment gérée, mais le flexive server, ce que Microsoft voulait amener, c'est en fait une concurrence à RDS pour AWS, et c'était surtout pour faire du database as a service, et donc de entièrement gérer qu'une offre pouvait être évolutive, dynamiquement, avec évidemment, encore une fois, pour faire plaisir à qui? Aux développeurs, pour que l'expérience développeur soit géniale. Hein? C'est très bien que les trous de sécurité, c'est pour faire plaisir à nos copains développeurs. Je vais me faire tuer par tous mes potes de développeurs, hein, mais c'est pas grave, j'assume les gars, mais là, il y a des moments où on arrête aussi un peu les bêtises. Donc, évidemment, pour comprendre la surface d'attaque, ils ont exécuté un ensemble de requêtes Postgres et recueilli quelques informations sur leur environnement. Donc, comment ça s'est passé? C'est que, quels sont nos privilèges? Quelles sont les fonctionnalités de Postgres qui étaient disponibles? Comme vous l'a dit Nicolas plus haut, il y a eu, puis ça je vais vous le récupérer, quitte à vous le redire dans le prochain podcast, mais il y a eu déjà une petite trou de sécurité qui avait déjà été patché en 2020 ou 2021 concernant justement des extensions qui étaient possibles de relancer dans Postgres, mais avec des extensions C. Et quand on sait qu'avec des extensions C, on peut lancer des choses vraiment natives, vous imaginez qu'on avait pu récupérer des choses dans évidemment le serveur natif, évidemment, du PostgreSQL. Donc là, ils ont arrêté ce genre de truc. D'ailleurs, ça râle dans les Stack Overflow. Ouais, mais non, maintenant, je peux plus lancer mon compte. Bah, oui. Ouais, non, mais c'est hyper violent. Faire rouler du C, comment dit là, on est en 2022, on devrait plus permettre personne à toucher à du C. Si tu n'as pas 20 ans d'expérience en développement, tu n'as pas le droit de toucher à du C parce que tu vas juste te faire mal. Là. Ouais, au-delà de l'expérience en plus, c'est au-delà de dire qu'il y a même les gens de Microsoft qui autorisaient que l'extension puisse rouler une extension C. Donc, évidemment, avec un compte qui obligatoirement devait être évidemment très, 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 très lourd. Donc, une des dames, d'ailleurs, je dis une fille, mais c'est une des filles qui gérait le PSE, donc le système engineer niveau 2 ou niveau 3, qui à un moment donné répond en disant arrêtez de râler de partout et autres. Vous ne pouvez pas avoir accès à Azure Admin ou à Postgres, à PG Admin, enfin pas au travers de PG Admin, mais à Azure PG Admin, puisque si vous avez accès à ça, vous avez accès à notre serveur par défaut en tant qu'administration, ce qui évidemment n'était pas possible en date. Bon, ça me semble quand même le minima de compréhension. Mais voilà, ça c'était fait. Donc,
Ils ont testé, donc qu'est-ce qu'on fait? On refait les mêmes systèmes que de la Recon dans du pentest et compagnie. À quoi j'ai accès? Quels sont mes privilèges? Quelles sont les fonctionnalités Postgres disponibles? Qu'est-ce que je peux installer autant dans Postgres que autant dans une extension que j'irai installer? C'est-à-dire soit avec un create function, c'est-à-dire avec du SQL PostScript, mais avec évidemment des fonctions voulues. Et puis, est-ce que, évidemment, après avoir acquis ces connaissances, nous avons conclu que même si l'utilisateur de notre base de données faisait partie d'un groupe Postgres hautement privilégié appelé Azure PG Admin, nous n'avions pas les privilèges du Postgres SQL spécifique requis pour, évidemment, exécuter du code natif, ce qui va évidemment de soi. Donc, cela signifiait que nous devions trouver un moyen d'élever nos privilèges au sein de notre instance. Heureusement, il existe des recherches antérieures, donc le fameux cybertechpostgres.com, qui précise qu'on pouvait abuser par des definer functions, comme je viens de vous dire, c'est ça qui est génial, hein, au travers des fonctions SQL ou du script SQL concernant l'escalade de privilèges dans Postgres. Et ils ont utilisé ce système-là de cybertech comme évidemment référence. Et l'escalade de privilèges, lors de la recherche de notre instance, nous avons découvert qu'Azure avait modifié son moteur Postgres. Évidemment, il est probable qu'Azure ait introduit ces changements dans le moteur Postgres pour renforcer son modèle de privilèges et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Nous avons donc réussi à exploiter un bug dans ces modifications pour obtenir l'évaluation de ces privilèges. Évidemment, puisque en fait tout ce qu'ils ont fait, c'est que même s'ils ont ils ont géré les requêtes arbitraires en tant que super user. Donc, bien que Microsoft ait apporté un correctif à cette vulnérabilité, nous ne divulguons pas pour l'instant les détails de cette exploitation. C'est celle que je vous explique un instant, par souci de prudence. Mais effectivement, la vulnérabilité de Postgres a été faite. Donc, ensuite, ils ont récupéré évidemment l'information en disant que, après avoir obtenu la possibilité d'exécuter du code arbitraire, on a effectué une reconnaissance dans l'environnement qui a été réalisée en tant qu'utilisateur non privilégié. Donc là, ils ont pu voir que c'était Azure DB dans un conteneur Docker qui hébergeait principalement le processus Postgres. Le conteneur exécutait une image modifiée Ubuntu 18.04.6 LTS avec un noyau récent, ce qui excluait pratiquement la possibilité d'échapper au conteneur et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de là, en regardant les interfaces réseau, ils ont été beaucoup plus loin où ils se sont aperçus que nous avons créé une instance Postgres SQL flexible sur un compte Azure différent pour essayer d'accéder à la base de données que nous avions créée via une interface réseau interne qui était ETS0 en 10.00/23 en port 5342. À notre grande surprise, ça a marché. Donc, à partir de là, en plus de ça, cela fonctionnait même lorsque le pare-feu de l'instance était configuré. Là, pour refuser toute tentative de connexion en toute logique. Donc là, tu te dis, aïe, 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 je me trouve où? Tu sais, là, tu commences à te perdre dans les hyper-V, là. Bah là, c'est pareil. Tu te dis, merde, si ça marche. Non, nous pensions que ça viole le modèle d'isolation attendu, car nous venions de réussir à nous connecter à une instance Postgres non liée en exploitant à une source réseau interne. Donc là, on commence à devenir dans du costaud. Cependant, nous devions toujours avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette base de données pour effectuer toute, évidemment, action significative. Alors, évidemment, ils n'ont pas été en reste. Je vais aller très vite, comme je vous ai dit, on va pas tout passer, mais il est également intéressant de mentionner que lorsque nous avions exécuté la commande netstat, évidemment que d'autres ports que le 5432 du Postgres était sur écoute. On était sur écoute dans le 000 sur le localhost. Donc, cependant, nous avons essayé de nous connecter à certains d'entre eux depuis le sous-réseau interne et nous avons été bloqués. Donc ça, pour le coup, ça a quand même été fait. Alors, nous nous sommes alors demandé pourquoi cette connexion était autorisée au départ, quelle était la raison de cette connexion, vulnérabilité numéro 2 quand on découle la pelote de laine, contournement de l'authentification intercompte à l'aide d'un faux certificat. Donc c'est là d'où vient le faux certificat. Et puis là, en venant évidemment du faux certificat, qu'est-ce qu'ils ont généré? Et là, c'est là où ça commence à devenir complexe. Donc, je vais évidemment vous laisser aller lire et compagnie. Pour exploiter, c'est que notre instance pouvait accéder à d'autres instances internes. Nous avons décidé d'examiner 2 fichiers trouvés sur la machine, le PG HBAconf et le PG identconf. Et puis là, en identconf, ils ont vu dans la Postgres de la doc, c'était le hôte des username maps.
Donc là, évidemment, selon la documentation de Postgres, ces fichiers sont responsables respectivement de l'authentification du client et des mappeurs de ces noms de clients. Alléluia, on a trouvé le Saint Graal. Donc, le fichier HBAConf définit quels clients peuvent se connecter à quelle base de données. Donc, c'est vraiment le compte du serveur qui dit où je me réorgue comme un hub pour pouvoir y aller, dans quelle plage IP, donc dans quelle plage IP, et en utilisant quel nom d'utilisateur et quelle méthode d'authentification. Bah, bingo, on va lire évidemment les pages. À la ligne 25, on voit que le client se connecte à l'instance depuis le réseau interne et externe en utilisant l'authentification standard par mot de passe MD5. Aïe, aïe, aïe. De plus, aux lignes 17 et 21, le compte spécial réplication, c'est pour ça que c'est extra-républicain, réplication ne peut s'identifier qu'à partir de l'intérieur des réseaux internes en utilisant l'authentification par certificat client en /8, /12 et /16. Donc, quel est le but de l'utilisateur réplication? Il s'avère que Postgres offre une fonctionnalité unique qui permet de copier les bases de données entre elles d'un serveur à l'autre. Évidemment, ils ont récupéré ce serveur-là, et je vous dis pas, là, ça a été la déferlante pour ce nom-là. Nous parvenons à nous authentifier en tant qu'utilisateurs de réplication après d'autres instances. Puis là, ça déferle. La configuration du SSL, examiner les fichiers route, les certificats, la partie Azure. Je vous invite vraiment à lire le post. À partir de là, c'est une déferlante de PS User Map, la notion des accessibilités des autres databases, accéder aux autres bases de données de clients. Ça a été aussi de voir si d'autres données de clients dans ces données de clients existaient. Et encore une fois, avec le République, ils pouvaient récupérer grâce au CN la possibilité de backuper les databases. Vous imaginez, là, après on a accès aux databases directes. Donc, résumé de l'attaque, on choisit une cible PostgreSQL flexible, on récupère le nom commun de la cible à partir du flux, on achète un certificat spécialement conçu par DigiCert pour une autorité avec le / en DigiCert4. On trouve la région Azure cible en résolvant le nom de domaine de la base de données en faisant correspondre l'une des IP publiques d'Azure avec l'IP du certificat. On crée la base de données contrôlée par l'attaquant dans la région d'Azure. On exploite la vulnérabilité 1 qu'on a expliqué plus haut. On scanne le sous-réseau complet. On récupère le tout en lecture seule. Bisous, bonsoir. Vous venez d'avoir l'intégralité des bases de données de tous les clients. Impact, c'est majeur. Honnêtement, là, c'était tu siphonnais l'intégralité du Postgres que t'es fait. Honnêtement, je vais pas vous reciter après le reste au niveau des man in the middle qu'on pouvait faire et compagnie. Je vous invite sérieusement à aller lire le post. C'est vraiment, vraiment un cas d'école. Et ça vous donne peut-être sûrement, moi, ce que on veut, en tout cas, moi, ce que je veux vous vendre au travers de ce podcast et au travers de tout ce qu'on a dit en amont. C'est ça la nouvelle repensée du Red Team ou de la notion du Pentest Cloud aujourd'hui. C'est les internes, le mouvement latéraux que tout le monde a fait dans les Windows de l'époque, dans les Windows serveurs, les passes de hash, les Kerberos hosting, tout ce qu'on fait, ça existe encore. Hein. Je ne dis pas que c'est mort, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Je vous rappelle que Microsoft vient de lancer ces fameux Windows 365. C'est ces fameuses nouvelles grosses machines VM qui passent sur du Windows 365. Là aussi, c'est tout un débat parce que là aussi, c'est du managé, c'est des Windows et des VM managés. Donc, vous comprenez, dès qu'on parle dans du managé, dès qu'on parle dans du functional, dès qu'on parle dans du Kubernetes ou AKS, dès qu'on parle dans du conteneur ou du ACI, comme pour l'Azure Scale, dès qu'on parle de Postgres, dès qu'on parle de CosmoDB, dès qu'on parle PaaS, et là, je parle d'Azure, mais ça marche de la même manière avec AWS, automatiquement, on part dans les mêmes recons, mais on change son mindset. On essaye de comprendre que là, il y a l'infrastructure qui bouge, des DNS, les notions de réseau interne, mais qui sont internes, mais qui étaient externes avant, mais qui redeviennent internes. Les notions de mouvement qui se passent avec, évidemment, des comptes de debug, des comptes de réplica, des comptes de backup, des comptes de service. Ça revient à faire la même chose, sauf qu'on délimite les systèmes différemment. Ouais. Écoutez, moi, ça me fascine, honnêtement. C'est extrêmement enrichissant en termes de sécurité à ce niveau-là. J'avoue que c'est passé des jours bizarres pour Microsoft, AWS et les autres, mais c'est la nouvelle mode et c'est pas la nouvelle mode, c'est la nouvelle réalité de ce qu'on va avoir au travers du cloud et de plus en plus. Synapse en est un gros, parce que Synapse, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 4 ou 5 services énormes de Microsoft réintégrés. Power BI inclut Embed à l'intérieur de Synapse aussi. L'équivalent de 3 ou 4 bases de données à l'intérieur. Écoutez, encore une fois,
le Synlapse, c'est le 6e vulnérabilité qu'on parlera de ces 4 dans le podcast. Honnêtement, ça ne va pas arrêter, ça ne va pas déferler. Donc, soyez à l'écoute, surtout, s'il vous plaît, 3 choses. Comme ça, on parlera avec le podcast de Polysecure qui correspond à la sécurisation du cloud. Jamais de ressources flottantes. Mettez toujours du réseau. La preuve, si vous aviez mis un VNet à ce niveau-là et que ça aurait été sorti, que ça n'avait pas été disclosé, protégez. Mettez des services endpoint, mettez des private links, mettez toujours, quand c'est du Internet, les bases de données ne doivent jamais discuter avec Internet en tant que tel. Jamais. S'il vous plaît, utilisez les Key Vault, bordel de marde, de crise de tabernacle. Là, tiens, pour une fois sur un podcast, on va crisser en québécois et en français. Key Vault, les HSM existent, vous avez les BIOC, vous pouvez mettre vos propres clés, vous pouvez mettre vos propres certificats. Microsoft n'aura pas accès à vos données. Il existe pour 365 comme pour Azure un service pour ça qui s'appelle Customer Lockbox. Ça fera peut-être le cas à la fin de l'année d'un autre podcast. C'est ça qui permet à un ingénieur de pouvoir monter. Donc, c'est ça qui vous protège. Donc, s'il vous plaît, si vous mettez déjà tout ça en place, tout ce qu'on vous explique à date et toutes les vulnérabilités qui ont été faites à date seront très compliquées à mettre en place quand vous avez évidemment ce genre de choses. Donc, surtout, changez vos clés, gérez vos clés vous-même et mettez vos clés dans des pipelines, faites-le en automatique et gérez ça avec du Key Vault. Je peux pas donner plus meilleure bonne parole pour pouvoir gérer votre cloud correctement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais tu relevais un point intéressant, puis c'est parce que là, c'est l'aspect entre les deux, parce que Microsoft, ou en tout cas, Cloudera fait de l'automatisation. Et c'est les volets d'automatisation que à l'heure actuelle, les points d'inflexion sont faits. C'est-à-dire qu'ils vont appuyer sur le point format sur l'automatisation. Et l'autre partie, c'est que comme toutes les entreprises visent une automatisation la plus grande possible. Également, et tu parlais des clés dans tes pipelines, tu disais faire comme ça. L'élément aussi qui sont en train de la connaissance au niveau des hackers ou des chercheurs, c'est en train de se faire, c'est-à-dire on est en train de passer du monde, on casse un logiciel on casse des principes d'automatisation. Fait que c'est toute cette expérience-là qu'ils prennent avec les clouders. Ils vont la reprendre et la mettre sur tous les déploiements privés qu'on utilise, toutes nos Kubernetes qu'on met, tout le CI/CD qu'on met, tous ces éléments-là, ils vont remettre ça là-dedans et on va se faire déchirer. Là, ça va être violent ce qui s'en vient. Là. En tout cas, j'espère moins déchiré que dans le monde réel, en tout cas dans le monde CTI interne, mais j'avoue que de toute façon, la RSA là, de 2022 qui est en train de se passer pendant qu'on est en train d'enregistrer, là, ils ont refait, j'ai envoyé 2 liens à Nicolas qui pourra le mettre dans le podcast sur la partie justement de Tech News Stack, là, où ils disent les 11 problématiques au travers du cloud, c'est le insuffisante d'identité credential access, les insecure attaques au niveau des API, les misconfiguration et inadequate change control, les lags de cloud security, les insecure software development, les tiers parties, ça c'est une catastrophe sans nom, NPM, NuGet, toutes ces merdes en barre, le système vulnérabilité parce que des fois on fait du YAS, parce qu'on a décidé de faire encore du YAS, parce qu'on veut faire un animal de compagnie au lieu de gérer encore l'infrastructure as code en toute logique. Là, je vous rappelle que le cloud native ou inclusif, c'est on est des cow-boys, on gère du bouton, on gère des bœufs, on s'en fout du bœuf numéro 4 ou du bœuf numéro 5, on en a plein et on gère. Mettre une VM qu'on va lui faire des beaux câlins, de la patcher, de la faire comme un animal de compagnie, ça, c'est de dater des années 2000 ou 2010. Ça n'existe plus en 2022, en toute logique. Accident de cloud et disclosure, évidemment. Les misconfigurations des exploitations des serverless, ça aussi, avec les contrôleurs de Kubernetes et Docker, les Docker, mais alors, c'est une catastrophe en YAML. Les gars, ils savent même pas par quoi ça passe. Même quand tu dis à un mec from scratch, il sait même pas, ah bon, on pouvait faire un truc déjà from scratch dès le départ, ce truc. Mais moi, j'utilise telle et telle affaire, mais son repo est pas privé. Enfin bref. Évidemment, les organisations criminelles et compagnie, et puis le cloud storage et data exfiltration. Alors ça, c'est les noms, les APL aussi. Les cloud at least au niveau des, comme l'autographe, là, c'est les comptes de service. Alors des fois, c'est des comptes de service qui sont vraiment des comptes de service, mais alors ils ont des API où ils sont honneurs aux contributeurs du bordel. Si tu le chopes à un moment donné, c'est Noël avant l'heure. Ou ils ont des comptes de service, mais ils appellent ça des comptes de service, mais des comptes user, parce que c'est plus facile à gérer que des comptes, évidemment, MS Graph. Écoutez, je sais que c'est dur, je sais que c'est long, mais si c'est pas le cas, prenez les gens adéquats qui le savent, c'est important.
Puis je vous dirais que moi, j'ai un autre débat que je veux aussi lancer sur un point, c'est que ce qui est très drôle, c'est que quand vous installez une VM, je vous invite à vraiment installer une VM, puis vous regarderez, il y a un répertoire dans une VM, dans toute VM maintenant que vous installez, que ça soit sur AWS, mais surtout sur Azure, qui s'appelle Windows Azure. Et dedans, c'est quoi? C'est tous les agents et tous les outils qui tournent au travers de ces VM-là et qui correspondent aux métadata, aux méta-instances et à tous les... Et c'est fait en C#. C'est donc décompilable. C'est là que toutes les vulnérabilités sont là, comme AD Connect a aujourd'hui, qui est toujours vulnérable avec son putain MSOL, avec sa clé cryptée qui est à l'intérieur, dont AD Connect, si quelqu'un y a accès, c'est une catastrophe sans nom. C'est une catastrophe sans nom. Donc, tout ceci pour dire, faites vraiment du cloud comme du cloud, ne réinventez pas la roue là où il n'y en a pas besoin, et puis surtout, prenez le service SaaS où vous les mettez comme un catalogue d'identité, un catalogue d'identité, mais d'applicatifs. Et puis, mettez évidemment vos VNet qui sont des VNet cloud aussi. Puis, n'embêtez pas à remettre du network par-dessus un autre network que vous n'avez pas la main. Puis surtout, si je peux repasser un dernier message pour un petit dernier coup de gueule, si vous mettez du VPN pour remettre encore un autre truc de network pour aller dans le portail Azure, là, le gars, vous le virez, vous le mettez chez McDo. Ah, faites-moi plaisir. Parce que du VPN pour aller taper du portail Azure ou du Office.com, je vous rappelle que ça sert à rien. Bref. Voilà, sur ce, merci de m'avoir enduré. Merci pour encore cette invitation, Nicolas. J'espère que ça vous a plu. On attend vos retours, évidemment. Et sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Merci à tous et belle fin de journée. Oui, merci. C'est toujours aussi divertissant. Et on remet ça. De toute façon, on en a déjà plusieurs de planifiés. Oui, on en a plusieurs cédulés de toute façon. Merci à tout le monde, en tout cas. À la prochaine. Bye bye.